Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous et pour rester bien informé et ce très rapidement. Cette séquence vidéo se penche une nouvelle fois sur cette Algérie dite entre guillemets nouvelle dont la vérité historique demeure toujours cruelle. En effet, l'origine de la manipulation sur laquelle est construite l'histoire officielle de cette Algérie remonte au moment de sa prétendue indépendance, même si ce n'est pas, même avant ce qui est dit de cette signature de ce qu'on appelle les accords d'Évian. Une histoire qui fut alors écrite, postulat l'unité de la population, levée comme un bloc contre ce colonisateur, à l'exception toutefois d'une toute petite minorité de ses collaborateurs, entre guillemets, dénommés les Harkis. Or, la vérité est que tout au contraire, les Algériens eux-mêmes, ayant combattu dans l'armée française, avaient été plus nombreux que les maquisards. Mais alors, quel drôle de paradoxe n'existant qu'en cette Algérie. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement de cette histoire tirée par la petite lorgnette. Dans une phrase, une simple phrase, l'histoire est l'enfer et le paradis des Algériens. Vous entendez bien? Cette histoire tirée par la petite lorgnette est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens, a dit un certain historien, Mohamed Harbi. Et il a vu juste, et il a même dit juste. À elle seule, cette phrase résume le non-dit existentiel ou inexistentiel d'un pays dont l'histoire officielle navigue entre les falaises de la réalité et les écueils de l'illusion à travers une invention historique ou non, et pourtant invention toute faite. Sorte de paradis entre guillemets, historique, artificiel. Et cette dernière historique sorte et construite autour des mythes, des utopies auxquelles aucun historien sérieux ne croit du tout, mais qui sont devenus autant de dogmes. En effet, un enfer des Algériens qui ne fait, semble-t-il, qu'ériger leur propre histoire, mais une histoire avec un gros point d'interrogation. Oui, parce que cette soi-disant histoire ramène constamment les historiens, fidèles à leur régime, ceux-là en tout cas, à des évidences qu'ils nient toujours, ce qui rend difficile, même très difficile, sinon impossible, toute analyse rationnelle. Ensuite, un paradis. Après l'enfer, il y a un paradis, ce paradis des Algériens, qui ne fait, semble-t-il, encore une fois, qu'ériger leur propre histoire. Là encore, oui,
parce que pour oublier le réel, ces mêmes historiens officiels s'accrochent toujours à une histoire nationaliste, fabriquée, préfabriquée de bout en bout. Et l'origine de la manipulation sur laquelle est construite cette histoire officielle de cette Algérie remonte au moment de cette pseudo-indépendance, si ce n'est pas avant, c'est-à-dire au moment où l'encre n'était même pas sèche sur ces accords d'Évian, appelés ainsi, qui est toujours une indépendance cherchée et recherchée par ce petit peuple du bas, quand il fallut donner une cohérence aux différents ensembles composant cet héritage de ce pays, acquis de tous côtés. La nécessité de l'unité se fit alors à travers un nationalisme arabo-musulman, niant la composante berbère du pays qui était là bien avant, bien évidemment, et l'arbre historique dit algérien fut alors coupé de toutes ses racines. L'histoire qui fut alors écrite postula également l'unité de la population, levée comme un bloc contre le colonisateur, à l'exception, toutefois, d'une toute petite minorité qu'on dit collaborateur, c'est Harki. Or, une fois encore, la vérité est que tout au contraire, les Algériens eux-mêmes ont combattu dans l'armée française, avaient été plus nombreux que les maquisards, quitte à le répéter encore une fois, autant qu'il faut, à la différence des registres extensibles de l'association de ces moudjahidines. L'armée française a tenu des fiches d'incorporation, de traitement, de pension, de démobilisation, etc., etc. Ce qui permet de démontrer qu'au mois de janvier 1961, alors que le processus menant à cette pseudo-indépendance était clairement engagé, environ 250 000 Algériens servaient dans l'armée française, à savoir 60 432 appelés, 27 714 engagés, 700 officiers, 4 600 sous-officiers, 63 000 harkis, 88 700 membres des groupes d'autodéfense militarisés, etc., etc. Et selon le deuxième bureau français, au mois de mars 1962, à ce qui est appelé la signature des accords d'Évian, les combattants nationalistes de l'intérieur étaient estimés à pas moins de 15 200, tant réguliers qu'auxiliaires, et ceux de l'extérieur de cette ALN, cette armée de libération nationale ou armée des frontières, étaient de 22 000 en Tunisie et 10 000 au Maroc. Les effectifs combattants des indépendantistes étaient donc au total de 50 000 hommes en armes, contre près de 250 000 hommes dans l'armée française, soit 5 fois plus ou 5 fois moins, selon on est dans les 50 000 ou dans les 250 000, selon les camps bien entendu. Les sources algériennes, avant les manipulations des dernières années, n'indiquent pas de grosses différences par rapport aux sources françaises. Dans son livre publié en 1997, Ben Youssef Ben Khedda, dernier président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, écrit ainsi qu'à la fin de la guerre, les maquis de l'intérieur comptaient 35 000 combattants,
15 200 pour les sources françaises, à savoir 7 000 pour la wilaya 1, 5 000 pour la wilaya 2, 6 000 pour la wilaya 3, 12 000 pour la wilaya 4, 4 000 pour la wilaya 5 et 1 000 pour la wilaya 6. Comme les effectifs de cette ALN, cette armée de libération nationale, l'armée des frontières, sont connus, à savoir un peu plus de 30 000 hommes, selon les chiffres donnés par les nationalistes algériens eux-mêmes. Les effectifs combattants nationalistes étaient donc d'un peu moins de 70 000 hommes, soit quasiment un quart des 250 000 Algériens qui servaient alors dans l'armée française, dont acte ici. Point d'exclamation. La manipulation de l'histoire touche également les périodes plus anciennes encore. L'histoire dite officielle de cette Algérie présente ainsi Tlemcen ou Bougie Béjaïa comme des pré-Algéries, alors qu'il y a été déjà montré maintes fois dans plusieurs chroniques historiques que nous sommes en présence tout simplement de brillantes principautés n'ayant jamais constitué de noyau pré-étatique algérien, à l'image de cette même Algérie qui n'a jamais existé en tant qu'État avant une certaine année, 1962 en l'occurrence. Au même moment, avec Fès et Marrakech, le Maroc développait bel et bien des empires à travers des dynasties, qu'il s'agisse des Almoravides, des Almohades, des Saadiens, des Mérinides et des Alaouites. Rien de tel, mais rien de tel en cette Algérie. De plus, prise en étau entre le Maroc et Tunis, l'autonomie de Bougie, Béjaïa et de Tlemcen ne fut que ponctuelle. Les Turcs ne favorisèrent pas du tout et pas davantage non plus l'évolution vers un État-nation. Aussi, en 1830, quand l'armée française débarqua à Sidi Ferrouch, l'Algérie n'existait toujours pas. Voilà donc en conclusion de cette séquence. Et entre parenthèses, ici, ce qui fait que ce fut la France qui créa cette Algérie, telle que connue de nos jours, en rassemblant ces régions, en y rattachant des territoires historiquement marocains, en lui donnant son nom ainsi que ses frontières, en l'ouvrant sur un immense Sahara qu'elle n'avait par définition jamais possédé, surtout ce Sahara, en le spoliant aujourd'hui au détriment de ses origines et de ses habitants. C'est pourquoi, comme cela a été montré et démontré maintes fois historiquement, à maintes occasions, cette Algérie-là n'a donc jamais existé, et en toute évidence, elle n'existera jamais non plus. Virtuellement, elle n'est là que virtuellement, puisqu'elle vit en errant clandestinement, bon gré, mal gré, parmi les autres nations du monde, sachant que cette Algérie dite nouvelle est dépourvue tant identitairement que civilisationnellement, dont elle en recherche toujours on ne sait quelles origines égarées, tout en s'accrochant à ces anciens crochets maternels de cette colonie française. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches, vos amis, les gens qui sont autour de vous, les membres de votre famille, afin d'être informés comme il se doit et ce rapidement. Mais aussi, n'oubliez pas de partager autour de vous
les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé, tout simplement pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. La asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.